Au cœur des peuples est le concept central de ma thèse sur la démocratie. Il est aussi le nom de la philosophie spirituelle que je tente d'élaborer. Son argumentation est donc tout aussi importante que délicate. Délicate, car si je n'arrive pas à convaincre de la présence de ce mystère spirituel, tout mon château de cartes s'écroulera. Aussi qu'on me pardonne si j'insiste trop, ou sans cesse me répète sous une forme ou sous une autre. Plus encore, comment penser avec des arguments rationnels un objet aussi spirituel? Pire, le cœur des peuples ne possède aucune représentation sociale. Il n'existe tout simplement pas. Sans doute aurais-je eu un quelconque écho au Moyen-Âge, voire même une petite visite de courtoisie de la part de l'Inquisition. Mais dès le XVIIIe siècle, depuis que la bien-pensance a érigé la raison en vérité, mes chances sont plus qu'infimes. Pourtant, si nous voulons repenser notre monde terrestre, et nous le devons, nous allons devoir apprendre à raisonner sur des objets de nature spirituelle. Car si, à l'inverse, nous persistons sur la voie du scientisme matérialiste actuel, je ne vois pas comment nous sauver de nous-mêmes, puisque ce scientisme s'avère la matrice intellectuelle de ce monde en perdition. Non seulement il a englouti toute morale, dans les hautes sphères bien sûr, mais il a surtout abouti à l'inverse de sa promesse. Sa promesse ? Libérer l'humanité de la superstition religieuse pour bâtir un monde rationnel et en constante évolution vers le confort matériel, lequel définirait le bonheur d'un peuple. Son aboutissement ? Une prison. Une prison dans laquelle tous les vivants de la planète, humains et non humains, étouffent et crèvent dans l'indifférence. Excepté une toute petite minorité de puissants ultra-riches. Bref, tel est donc l'enjeu de ma thèse, aussi fragile soit-elle. Le cœur d'un peuple est donc l'objet spirituel par excellence, et comme tous les objets spirituels, il est un pont entre nos deux mondes, entre la démocratie idéale au sens des eidos de Platon, et les réalités politiques et économiques imparfaites de notre monde terrestre. En ce sens, la démocratie est le régime politique de l'amour issu du monde de l'esprit, et le cœur d'un peuple, son incarnation. À l'instar de la physique quantique qui, nous l'avons vu, relie nos deux mondes en transmettant des informations intégrales immédiates, créatrices. Ici, en démocratie, ces informations se nomment vérité vitale, que nous allons voir dans un instant. Dès lors, le cœur d'un peuple répond aux trois principes irrationnels symétriquement inverses aux trois principes rationnels. Il est donc évidemment cause de lui-même, puisqu'il révèle la volonté souveraine d'un peuple, mais quand il vote et pour son destin. Deuxièmement, il subit constamment des contradictions internes au sein du bien commun, et ainsi le contraint à sans cesse faire des arbitrages. Exemple, faut-il cette année mettre le paquet sur les écoles, les transports ou l'hôpital? On ne peut pas tout faire. Troisièmement, il est tellement immatériel, invisible et abstrait que sa présence reste totalement ignorée. Je devrais plutôt dire presque totalement ignorée, quand je pense au beau livre du scientifique Jacques Testard. Écoutez bien le titre. L'humanitude au pouvoir. Comment les citoyens peuvent décider du bien commun. Paru en 2015. Il a produit une étude parfaitement documentée sur l'efficacité des conventions citoyennes. L'auteur relate les différentes expressions positives de démocratie participative. Son propre concept qu'il nomme l'humanitude. Je l'appelle moi au cœur des peuples, puisqu'il allie les valeurs universelles et l'intelligence collective. Il montre à quel point des citoyens ordinaires peuvent se transcender quand ils délibèrent sur une question politique précise. L'auteur, avec ses
propre mot décrit le processus démocratique universel. À nous d'éveiller en nous notre humanitude et passer aux actes. Dans le dernier podcast, Le mystère de la démocratie, j'avais déjà relevé son témoignage, s'agissant, souvenez-vous, d'une modification de l'être humain, cette autre qualité humaine dès qu'il est investi d'une mission politique lors d'une convention citoyenne, et que j'appelle moi transcendance laïque. À cette référence, il faut la compléter par celle de Gaël Giraud dans Composer un monde en commun, c'est même à la page 284, qui propose une herméneutique remarquable de l'entre-nous de la Pentecôte. Je le cite, « Une présence-absence de l'esprit entre nous », il écrit « esprit » avec un E majuscule, celle d'un entre-nous qui précède toujours nos discussions et sans lequel nos désaccords même n'auraient pas de sens, mais qui, lui-même, reste sans visage, n'impose jamais un sens public. Fin de citation, je vais vous expliquer un sens public. Ni privé ni public, l'entre-nous de Gaël Giraud est un commun, un entre les deux, où chacun écoute et respecte les oppositions d'autrui, sachant à l'avance qu'il faudra faire des concessions et que la majorité décidera pour la totalité. La démocratie, c'est la partie qui décide pour le tout. Et c'est là la principale caractéristique qui la distingue des autres régimes. Autrement dit, cette inspiration de l'intime, sans visage, n'impose jamais une règle venue d'un sens public, ou, autrement dit, imposée d'en haut par un État quelconque. Il s'agit d'un entre-nous en commun dès lors que l'on délibère avec nos cœurs. À cet égard, ça m'a fait penser au daimon de Socrate, qui lui inspirait ce qu'il ne devait pas faire, ce qu'il devait éviter, mais jamais ce qu'il devait faire. Le daimon de Socrate, du moins comme je l'ai lu, n'est autre que l'Esprit Saint de Gaël Giraud. Cet entre-nous, entre notre conscience et notre âme, se nomme intuition individuelle, celle de Bergson, un toucher de l'esprit par l'esprit. Mais Gaël Giraud la complète avec un entre-nous collectif, que j'ai nommé dans le podcast précédent l'argument de l'intuition collective. Et là, je dois vous avouer que cette interprétation de Gaël Giraud fut pour moi une révélation. J'avais lu Bergson avec son intuition individuelle, mais alors que j'avais plus ou moins déjà élaboré le concept au cœur des peuples, jamais je ne l'avais pensé sous la forme d'une intuition collective, et encore moins à partir du mystère de la Pentecôte. J'écrivais déjà mon livre quand en 2022 parut le sien, Composer un monde en commun. Non seulement il m'apportait de l'eau à mon moulin, mais surtout il venait de me livrer le processus spirituel à l'œuvre, qui justifiait par exemple le consentement des volontés, le pouvoir en commun ou le destin collectif en tant que page blanche. Il faut également que, d'expérience, je vous précise qu'un message spirituel, une pure intuition, individuelle ou collective donc, n'indique que la moitié du chemin. Ensuite, c'est à nous de décider d'accomplir ou pas l'autre moitié. Dans un autre podcast, je vous ai raconté comment j'avais subitement reçu la foi vers l'âge de 30 ans. Ça, c'est la première moitié du chemin. L'autre moitié, elle n'est toujours pas achevée 40 ans plus tard. Avançons. En dernier ressort, toutes ces belles expressions démocratiques, débats publics, conférences citoyennes, conventions de citoyens, cahiers de doléances, ne seront efficaces qu'après avoir été couronnées par la démocratie directe au niveau national.
Sans elle, rien ne s'est vraiment fait et rien ne se fera. J'en ai pour exemple Clément Viktorovitch, que j'aime beaucoup, dans une vidéo de 2015, titrée, écoutez bien, La démocratie participative est-elle un conte de fées? Le chroniqueur, docteur en sciences politiques et chercheur au CNRS, déclare que les expériences de démocratie participative et ou délibérative sont décevantes à l'arrivée. Les chercheurs ont constaté qu'un très faible pourcentage de citoyens y participent volontiers, 2 à 3% seulement, et que ces citoyens ont tous un revenu conséquent et une solide instruction. Quant aux minorités discriminées, elles sont carrément absentes du processus, ne se croyant sans doute a priori jamais écoutées. Ils ont également montré que ce processus participatif était nécessairement limité au local. Enfin, ils sont arrivés à une conclusion très pertinente. Je cite, « La majorité des citoyens préfèrent écouter les différents points de vue des experts avant de se positionner plutôt que de délibérer en participant activement à l'élaboration des lois, des budgets, etc. » Fin de citation. Évidemment que la majorité préfère écouter avant de décider, car exprimer en public une pensée construite n'est pas à la portée de tout le monde. Cette conclusion s'avère donc particulièrement instructive et vient conforter la démocratie directe. Que nous montre cette étude scientifique? Que passer de l'exercice de la démocratie participative à la démocratie directe nécessitera une méthode spécifique au regard du citoyen ordinaire. Méthode consistant d'abord à l'éclairer rationnellement, ce que signifie qu'ils veulent écouter, sur les enjeux de la problématique en question. C'est d'ailleurs selon moi la fonction principale des sachants. Les médias principaux, surtout ceux financés par nos impôts, devraient ainsi s'employer à organiser des débats sincères, constructifs et donc instructifs. Un citoyen ordinaire, comme vous et moi, sans être éclairé, sommes incapables de produire un jugement moral et donc un vote compétent sur une question politique quelconque, par exemple comme le mariage pour tous ou encore sortir ou pas de l'euro. Sans doute avons-nous notre propre opinion, mais ça s'arrête là. Ce qui fait l'essence même de la démocratie que je défends est issu de deux conditions matérielles préalables bien précises. Premièrement, la participation d'un nombre massif au scrutin, et secondement, après avoir instruit tous les participants concernés. Ces deux conditions matérielles étant accomplies, alors, et seulement alors, le cœur spirituel peut prendre en charge l'aspect moral de la question. Mais encore une fois, c'est la majorité concernée par son destin qui émettra la meilleure réponse possible. Que nous soyons 50 ou 50 millions à réfléchir, c'est la majorité des 50 ou des 50 millions qui livrera leur vérité vitale. Et promis, je vais y revenir. En conséquence, de mon point de vue, non seulement ces études sociopolitiques ne contredisent pas la démocratie directe, mais la renforcent en nous montrant son chemin, sa méthode. En effet, participer et ou délibérer sans voter laisse un sentiment légitime de frustration, évidemment. C'est du reste la cause principale de l'abstention. Il est vrai que l'on trouve quelques rares exemples de décisions collégiales, car la plupart du temps, ce sont les dirigeants qui ont le dernier mot et qui décident sans vraiment tenir compte des propositions issues de la participation citoyenne. Et l'exemple fabuleux, c'est la Convention citoyenne pour le climat en France. Plusieurs méthodes participatives ont vu le jour sur la planète. Les débats publics, les jurys citoyens tirés au sort en vue d'orienter certaines décisions politiques, confère Ségolène Royal par exemple, ou encore les comités de quartier. Elles présentent toutes un vif intérêt, mais sont vite limitées en efficacité,
faute de s'inscrire dans un réel pouvoir en commun national. Dans son livre « Vivement le socialisme », chronique 2016-2020, qui est sorti en 2020, Thomas Piketty nous donne 2 exemples de villes gérées avec succès par les citoyens eux-mêmes, et notamment celui de Porto Alegre au Brésil. Évidemment, ces quelques rares exemples ne sont pas suffisamment significatifs, mais ils ont le mérite d'exister, même si ce n'est que temporairement. Alors abordons la question qui me taraude et qui vous taraude sans doute. Pourquoi pratiquement aucun intellectuel bienveillant ne pose sur la table la question de la démocratie directe? Ou encore, pourquoi le peuple fait-il peur tant aux élites qu'au peuple lui-même? Historiquement, un peuple qui se révolte est synonyme de violence. En France, soit il coupe les têtes, soit il est réprimé dans le sang. Rationnellement, il est considéré comme un assemblage hétéroclite d'opinions, souvent contradictoires. Il change souvent d'avis et il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Il est même manipulable, fabrique du consentement, et il réagit surtout émotionnellement, l'éternelle opposition raison-passion. Et la question du nombre. Une élite bienveillante, comme le scientifique Aurélien Barraud, que j'admire aussi, conçoit qu'une centaine de citoyens tirés au sort, et qui bien évidemment sont instruits sur la problématique politique posée, pourraient fonctionner en termes de démocratie directe. Mais pas 50 millions. Elle n'y croit pas. Le passage de l'homme est à la mesure de toute chose à une démesure rationnelle fait peur. On peut instruire 50 citoyens, pas 50 millions. À cet argument parfaitement valide, je répondrai par l'exemple, néfaste mais bien réel, de la fabrique du consentement chère aux néolibéraux. Cher monsieur Barraud, pour qui j'ai la profonde admiration, disais-je, un État a-t-il déjà cherché à instruire son peuple en matière politique et économique? Non seulement jamais, mais surtout il s'en garderait bien pour rester au pouvoir. Car instruire réellement un peuple reviendrait au final à lui rendre son pouvoir souverain. Mais notez qu'il existe déjà des médias alternatifs, comme Blast et Lucide, le Canard réfractaire et bien d'autres, qui diffusent une instruction civique, politique et économique. Mais ils ne parlent jamais au nom de l'État français, bien au contraire. Conclusion que la peur du peuple impose. Le peuple est inapte à se gouverner. Dès lors, la démocratie représentative serait le moins pire des régimes politiques, à condition que le peuple se taise, selon la thèse néolibérale. Il est donc normal qu'elle soit bancale et qu'elle finisse en tyrannie, toujours à cause de la nature néfaste du pouvoir toxique et de la propriété illimitée, nous l'avons vu. Donc face à cette opposition quasi générale, je propose la thèse suivante. D'abord, le cœur d'un peuple n'est pas le peuple physique. Secondement, le cœur d'un peuple se manifeste uniquement quand il vote et à propos de son destin. Alors voici sa formule. Par son vote éclairé et massif, le cœur d'un peuple possède la compétence morale et la sagesse de se gouverner, et peut ainsi exprimer sa vérité vitale face à toute question politique à un instant T. Alors je décompose cette thèse point par point. Éclairer signifie, grâce aux moyens de communication actuels, il est possible d'instruire tout un peuple, quelle que soit sa taille. En négatif, cela s'appelle la fabrique du consentement. En clair, s'il est possible de manipuler un peuple, il est possible aussi de l'instruire. Ce n'est pas sans raison, du reste, si la pensée néolibérale cherche plutôt à crétiniser le peuple qu'à l'instruire. Massif, la différence entre 1 million
de citoyens qui manifestent et 50 millions qui votent, s'agissant de leur destin, n'est pas seulement quantitative, mais aussi qualitative. Quand il manifeste, il exprime le plus souvent sa colère, laquelle est rarement la meilleure conseillère. Mais quand il vote, et j'insiste encore à propos de son destin, il recherche la paix, la justice, l'entraide, la fraternité, bref, les valeurs universelles de la morale vitale. Compétence morale. Chaque citoyen possède la capacité de se transcender en éveillant en lui les valeurs universelles lui permettant de répondre en faveur du bien commun. Bon, ça c'est en nous, on est avec. Or nous savons que la nature de la politique est d'abord morale. Or de même le cœur d'un citoyen sait faire la différence entre un bien pour tous et un mal pour autrui, de même le cœur d'un peuple en est tout aussi capable. Sagesse, c'est la capacité à marier les contraires, les contradictions internes et externes, ainsi que les dilemmes moraux. Ce que ne sait pas faire la raison, mais en revanche, le cœur d'un citoyen, oui. Et par conséquent, le cœur d'un peuple, l'âme d'une nation, principe spirituel magnifiquement défendu par Ernest Renan. Oui, oui et oui. Vérité vitale, enfin. Précisons-le. Celle-ci n'est pas une vérité absolue, rationnelle ou scientifique, mais une vérité morale vécue et ressentie par la majorité. Une vérité morale révélant une volonté souveraine face à une question précise posée à un instant T. L'un des plus bels exemples, c'est en 2005, contre toute la doxa politico-médiatique, la vérité vitale de 29 millions de Français, de 29 millions de cœurs de Français, fut de dire non au projet du traité de constitution européenne. Le peuple savait, mais comment il savait, que cette Europe-là n'était pas la bonne pour lui. Cette prescience spirituelle lui donne raison 20 ans plus tard. Enfin, à un instant T. Pourquoi je dis à un instant T ? Une vérité vitale évolue avec la vie et les mœurs d'un peuple. Exemple, le 23 avril 2013, la loi sur le mariage pour tous est votée. S'il s'était agi d'un référendum, qu'aurait répondu le peuple de France en 2013 ? Eh bien, probablement pas la même chose qu'en 1993, 20 ans avant, ou qu'en 2033, 20 ans après. Car tout comme la morale sociale, je parle de la morale sociale, et les mœurs, la vérité vitale d'un peuple peut aussi évoluer au fil des années. Bon, voilà pour cette thèse sur la démocratie directe. Pour mémoire, j'insiste à nouveau sur l'énoncé du mystère qui habite le cœur des peuples selon la formulation du Christ en Matthieu 18. Je cite. Je l'ai déjà cité, et je vous ai demandé pardon. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, donc s'accordent, c'est le pouvoir en commun, pour demander une chose quelconque, comme on s'accorde, ça veut dire le bien commun, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Autrement dit, quand 2 ou 3 ou une multitude sont assemblés au nom des valeurs universelles de la démocratie, de l'amour, la sagesse du Saint-Esprit les inspire et révèle leur vérité vitale. Encore une dernière fois, seulement s'il s'agit de notre destin. Sans le destin à la clé, le processus d'intuition collective ne fonctionne pas. C'est du moins ma conviction. Si vous posez une question aux Français de métropole sur le destin de la Nouvelle-Calédonie, je doute que ça fonctionne, que ça va marcher. Il convient donc de mettre en œuvre ces formes distinctes de démocratie selon les différents cas de figure, voter le budget de sa ville, faire remonter les cahiers de doléances ou cahiers délibératifs, etc. Cependant, au niveau national, la méthode s'appuiera sur 3 principes.
Premièrement, les questions devront être précises et uniques, un seul problème à la fois. Par contre, bien sûr, il est possible de poser plusieurs questions durant la même période. Deuxièmement, les experts des deux camps, les pour, les contre, devront s'exprimer régulièrement avec pédagogie sur un réseau national durant le mois précédant le suffrage concerné, par exemple. Troisièmement, chaque citoyen, une voix, un vote, aura la faculté de voter de chez lui, vote électronique sécurisé, en sachant que son vote comptera enfin vraiment. Je suis certain qu'ainsi le taux de participation sera conséquent et les réponses avoisineront autour de 2/3 des votants. Selon ma conviction, à chaque votation pour une question, nous aurons 2/3 d'un côté, 1/3 de l'autre. Et si le résultat est 50-50, alors soit la question a mal été posée, soit mal instruite. Alors il faudra la voter à nouveau. L'éducation et la conscience politique viendront petit à petit avec l'expérience. Il faudra sans doute attendre 3 générations ou plus. Tous les moyens devront être mis en œuvre, l'éducation nationale, la culture, l'information. Nous devrons implanter dans nos esprits l'importance de la participation citoyenne dans tous les domaines de la vie, y compris au sein des entreprises. Nous ne devons laisser personne sur le bord de la route. Nous avons tout le reste du XXIe siècle, enfin je l'espère, pour enraciner la démocratie participative, délibérative, directe, et ainsi sauver la planète et tous ses vivants, c'est la condition. Je n'en ai pas encore vraiment fini avec cette question si cruciale. Dans la prochaine étude nommée « De cœur à cœur », je répondrai à la question que vous devez sans doute vous poser. Qu'est-ce qui me permet de parler de cœur biologique, notamment en matière de morale vitale permanente? Encore une fois, pardon pour mes bafouillages et grand merci pour votre patience.